Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Nous vous présenterons notamment une entreprise grenobloise spécialisée dans la stratégie digitale. Il s'agit de la communication sur Internet. C'est un enjeu incontournable aujourd'hui. Et les clients de cette entreprise dauphinoise sont nombreux. Ils s'appellent Petzl, Poma ou encore récemment SFR. Et puis nous prendrons un peu de hauteur avec les aigles pêcheurs. Il s'agit d'une espèce qui avait disparu. Alors un fauconnier au Savoyard a mis au point une technique de réintroduction. Il a notamment réalisé une volière unique en Europe. Enfin, un mot de votre météo avec le soleil qui brille sur notre région. Attention au risque d'orage près des reliefs. Les températures sont chaudes, de 29 à 31 degrés en plaine. Mais d'abord, la ville de Voiron, en Isère, organise la 6e édition d'Innosport. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un événement dédié à l'innovation dans le sport, mais aussi les loisirs, la santé, le bien-être. Au programme des conférences, des tables rondes, un prix viendra aussi récompenser la meilleure innovation. 31 produits sont en lice pour ce concours. Cela va du caoutchouc en mousse qui absorbe les impacts jusqu'à l'application pour coacher les personnes voulant faire du sport. Et le parrain de cette édition est le champion olympique de descente Antoine Denaria. Il est l'invité de ce journal. Antoine Denaria, bonjour. Merci d'être avec nous depuis Voiron. Pourquoi avoir accepté de participer à cette 6e édition ? Déjà, j'ai accepté avec plaisir parce qu'on m'a invité, donc j'étais très honoré par cette invitation. Et puis j'ai accepté à plusieurs titres parce qu'en tant qu'ancien skieur de haut niveau, de descente, l'innovation, enfin la recherche permanente sur le matériel, elle est prépondérante dans mon sport. Donc les sujets d'innovation m'intéressent toujours. Et puis aujourd'hui, je me suis lancé dans ma propre activité économique, dans ma reconversion avec ma propre marque. Donc je me tiens aussi à l'affût de ce qui se fait de nouveau dans le sport pour amener aussi les gens à la pratique sportive. Je suis aussi maintenant père de famille, j'ai une famille, donc je dirais pour diverses raisons, je suis intéressé par le sport, ses nouvelles pratiques et ses innovations. C'est un secteur porteur, le sport ? Oui, parce qu'on voit que l'activité sportive, le secteur du sport est un marché qui va de mieux en mieux, qui se développe. Plus en plus de gens font du sport, viennent au sport. Je crois qu'on prend conscience que le sport, c'est important pour créer du lien social, du lien avec les autres, mais aussi pour le bien-être, pour rester en forme. Donc, dans une société où maintenant tout va à 100, voire à 1000 à l'heure, c'est important de garder certaines bases, certaines valeurs, et je pense que le sport en fait partie. Alors on va vers des produits de plus en plus innovants. Quelles sont les tendances que vous remarquez, vous, dans le sport, justement, par rapport à ces produits qu'on invente ? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant à Voiron, c'est qu'il y a la présentation d'innovation, mais il y a aussi des tables rondes. Il y a des débats pour présenter les innovations, mais aussi les nouvelles tendances du sport. Et je crois que pour moi, les deux choses qui se détachent, c'est le développement du digital dans le sport, les médias sociaux, le fait de partager tout ce qu'on fait avec sa communauté, ça, entre guillemets, sa tribu, comme on dit maintenant dans le digital, permet de développer du lien social avec des communautés, et puis aussi de développer le sport de façon un peu plus fun, puisqu'il y a diverses applications qui attirent vers le sport. Et puis il y a le côté retour vers la nature, le côté développement durable qui est aussi important. Et c'est deux visions qui peuvent être un peu paradoxales, qui peuvent être différentes, mais en même temps qui sont vraies aujourd'hui et dans le futur. Merci beaucoup Antoine Denaria d'avoir répondu à nos questions depuis Voiron. Merci infiniment. Et puisqu'on était à l'instant avec un champion olympique, arrêtons-nous quelques minutes sur les nouvelles disciplines olympiques que l'on verra aux Jeux d'hiver en Corée en 2018. Il y en a 4 au total. En revanche, le slalom parallèle en snowboard disparaît. On regarde les détails. La commission exécutive du CIO, réunie à Lausanne, a tranché. Les Jeux Olympiques d'hiver accueilleront 6 nouvelles épreuves. Place aux femmes et aux spectacles. En snowboard, le Big Air, son tremplin et ses figures débarquent chez les hommes et chez les femmes. En lieu et place du slalom parallèle qui disparaît en surf des neiges et apparaît en ski alpin. Une discipline mixte dans laquelle la France a été sacrée championne du monde en 2011. Le mélange des genres à l'honneur aussi en curling avec l'arrivée du double mixte pour les amateurs des pierres en granit. La glace accueillera également les spectaculaires mass start, hommes et femmes en patinage de vitesse. Bref, on a déjà hâte d'être à Pyeongchang dans 3 ans pour les prochains Jeux.
Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes avec une collision ce matin entre un bus du service des transports de l'agglomération chambérienne et un véhicule. L'accident s'est produit peu après 6 heures. L'automobiliste roulait, semble-t-il, à vive allure. Il a été grièvement blessé dans le choc. La conductrice du bus a été blessée plus légèrement. On le sait, Internet est incontournable pour une entreprise, que ce soit pour vendre ou pour se faire connaître, d'où l'importance d'avoir un site Internet attractif. Et c'est là tout le travail de la haute société, une équipe de 25 salariés dédiée à la stratégie digitale. Présentation signée Grégory Lespinasse et Didier Albrand. Ni costume, ni cravate, mais ils jouent parfois au baby-foot et travaillent dans la communication pour de grandes entreprises. Leur terrain de jeu se situe sur la toile. Ce sont des spécialistes de la stratégie digitale. On parle beaucoup en ce moment de transformation digitale des entreprises. La stratégie digitale, c'est la capacité à inclure le digital au sein des organisations des entreprises. Les entreprises sont souvent organisées de telle manière elles travaillent par silos, elles sont assez cloisonnées. Le digital, en fait, va toucher tous les services d'une entreprise. Et nous, notre vision externe des choses, c'est d'avoir une vision transversale. Des entreprises connues de la région, Roche, Petzel, Arémont, Poma, ont fait appel à eux. Plus récemment, c'est SFR, le numéro 2 des télécommunications, qui leur a confié la mission de repenser l'ensemble de leur site. On a été vraiment à la conception du site dans sa globalité, toute la boutique en ligne, la redéfinition un petit peu des parcours d'achat, etc., etc. Tout le design, c'est également sorti de chez nous. Chef de projet, web designer, développeur, une équipe de 25 salariés et pour chaque client, des compétences spécifiques réunies autour d'un même projet. Pour nous, la technique est un outil, pas une fin en soi, et on met en musique en fait des idées. Donc en fait, pour nous, l'idée doit prévaloir et la technique va suivre. On arrive à générer vraiment des histoires cohérentes parce qu'on prend le sujet depuis le début et on l'amène jusqu'à sa mise en ligne. Donc vraiment, on a une vision d'ensemble qui nous confère justement cette valeur ajoutée. Dans l'ADN de cette petite structure, l'efficacité et le sur-mesure. Et prouver qu'en terre dauphinoise aussi, avec un tantinet de savoir-faire, on peut se démarquer. Notre devise, c'est qu'on n'a pas de solution. On provoque un petit peu en disant ça. On n'a pas de solution parce que les solutions, on doit les travailler ensemble. Et c'est ce positionnement qui nous a permis d'émerger un petit peu au sein de la concurrence. Il y a beaucoup d'agences digitales. Une démarche qui aura su convaincre et faire ses preuves. Aujourd'hui, la haute société fête ses 10 ans d'existence. Environnement, une commission d'enquête a été lancée il y a plusieurs mois pour estimer le coût financier de la pollution de l'air en France. Hier à Chamonix, c'était la première visite de cette commission sur le terrain. Elle a rencontré les élus, les associations et les acteurs économiques de la vallée de l'Arve, l'un des principaux secteurs pollués en Rhône-Alpes. Céline Aubert, Cédric Lepoitvin. Effectivement, ce qui est, je l'ai trouvé extrêmement frappant, c'est au-delà de la traduction des souffrances des populations que vous représentez. Son travail, la commission d'enquête, l'a débuté il y a plusieurs mois. Mais c'est ce matin à Chamonix qu'elle est pour la première fois sur le terrain, à l'écoute et parfois au chevet des locaux. Les élus notamment qui se sentent parfois très loin de la capitale. On en a un petit peu assez de voir le manque de considération qui peut être celui du niveau central et gouvernemental sur ces sujets de la qualité de l'air. Il faut avancer beaucoup plus rapidement. La vallée de l'Arve, sans doute l'une des micro-régions les plus polluées de France. Entre Annemasse et Chamonix, c'est régulièrement que les pics de pollution sont atteints. La vallée est très fréquentée, elle est aussi un axe majeur pour les poids lourds en direction de l'Italie. Nous estimons que faire monter 1500 poids lourds à 1250 mètres d'altitude pour franchir le Mont Blanc, c'est une aberration alors qu'on a un outil dans une vallée voisine, en Maurienne, l'autoroute ferroviaire alpine, qui est sous-exploitée et qui pourrait absorber 300 000 poids lourds par an. Si l'impact sanitaire est connu, on n'a jamais chiffré jusqu'alors le coût financier de la pollution. Et pourtant, lutter contre elle coûte très cher. Dans la vallée, on craint aussi qu'elle ternisse l'image du Mont Blanc et qu'elle nuise au tourisme. La question essentielle, c'est de travailler dans le long terme. Dans cette vallée, comment est-ce que se produira le transport du fret dans 10, 20, 30 ans? Comment est-ce que les transports publics fonctionneront dans notre vallée dans 10, 20, 30 ans? Comment est-ce que les habitudes des gens de déplacement, l'isolation des bâtiments, comment tout ça peut évoluer dans les années qui viennent? Donc on a des propositions à faire parce que la situation actuelle nous impose une réaction rapide.
Après Chamonix, la commission ira à Nancy, puis à Lille, avant de commencer la rédaction du rapport qui sera voté au Sénat en juillet. Pour l'heure, on estime que la pollution coûterait entre 20 et 30 milliards d'euros chaque année à la France. Une étude du ministère de l'écologie, jamais publiée. Et puisqu'on parlait environnement à l'instant, direction Grenoble, une ville où l'on travaille beaucoup sur les voitures propres, des voitures électriques auxquelles on a ajouté des piles à hydrogène. Cela augmente la performance de ces véhicules dont le nombre ne cesse d'augmenter dans la région. Nathalie Rapuc et Jean-Pierre Hévé. Sur ce parking, la plus grosse flotte de véhicules électriques à piles hydrogène de toute la France, de toute l'Europe. 3 stations à hydrogène comme ici chez Air Liquide sont installées sur l'agglomération grenobloise pour 21 véhicules. D'autres pays ont choisi de développer d'abord l'infrastructure, mais du coup manque de véhicules pour amortir ces infrastructures. Alors qu'en France, on a choisi de développer comme dans des hubs, en fait, des flottes captives autour de ces hubs, avec une station et une vingtaine de véhicules, et bientôt j'espère beaucoup plus. Ces voitures sont toujours 100% électriques. Une pile hydrogène a été rajoutée. Elle alimente soit la batterie, soit directement le moteur. Quand on va passer sous cette barre, le système pile à combustible va se mettre en route pour fournir de l'énergie supplémentaire et donc limiter finalement la vitesse de décharge de la batterie, donc vous conférez un peu plus d'autonomie. Presque 2 fois plus d'autonomie, plus propre. Rouler à l'hydrogène offre un gain de temps par rapport à l'électricité. L'avantage, c'est que le plein se fait de manière très rapide, puisqu'il suffit de brancher à la station qui est à côté, d'Air Liquide ici, et puis d'un seul coup, vous allez équilibrer en fait les pressions, et donc très rapidement faire le plein de votre véhicule et repartir pour rentrer dans le centre-ville. Cette entreprise de transport utilise des voitures électriques depuis 2010. Dès les premiers trajets, les salariés étaient conquis. Au bout d'une journée de travail, quand ils rentraient au bureau, aucune fatigue, aucun stress, alors que le monde urbain est quand même un monde plutôt stressant quand on est au volant toute la journée. 1000 utilitaires de ce type seront sur les routes d'ici l'année prochaine. D'après Symbiofcel qui installe le système, le public devra attendre 2020 pour acheter un véhicule à hydrogène. On poursuit avec le 3e volet de notre série consacrée au bidonville Esmonin à Grenoble. Ce camp abrite essentiellement des Roms, mais quelques familles viennent aussi de régions d'Europe de l'Est situées hors de l'Union européenne. Elles se retrouvent alors en situation de demande d'asile, une procédure très longue. Cédric Picot et Dominique Semet. C'est une petite enclave balkanique. L'extrémité du camp Esmonin, c'est le secteur des Serbes, Macédoniens, Albanais et Kosovars. Des migrants venus chercher en France un semblant de stabilité. Je viens ici pour me laisser tranquille. Après, rester là, il est bien. L'Albanie, c'est pas bien. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de l'argent, il y a un problème beaucoup là-bas. Après, ici, il n'y a pas de problème, tranquille comme ça. Pauvreté, chômage, corruption ou tensions politiques les ont poussés à l'exil. Ici, tout le monde parle de problèmes au pays, mais personne ne veut vraiment rentrer dans les détails. Comme ils ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, ces migrants doivent demander l'asile pour pouvoir rester en France. C'est la raison de leur présence ici. Depuis 2009, la préfecture de Grenoble centralise les dossiers des départements de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de la Drôme. Je suis arrivé ici après avoir demandé tous les papiers. Ça fait environ 3 mois que j'ai déposé les documents. En ce moment, ils sont en train d'examiner mon dossier. C'est pour ça que je suis venu à Grenoble. C'est une ville tranquille. Sans papier, sans travail, ces familles construisent comme elles peuvent un semblant de vie normale. Ici, une cabane de fortune sert de foyer et on montre fièrement la photo de classe du petit dernier. Dans cette partie du bidonville Esmonin, les journées passent en attendant que la préfecture accorde ou refuse les demandes d'asile. Mon objectif, c'est de fonder une famille, d'avoir des papiers en règle, de trouver un travail et de pouvoir vivre enfin en sécurité. En Isère, depuis 4 ans, on observe une stabilité du nombre de demandes d'asile. Moins de 700 nouveaux cas sont examinés chaque année. Parmi eux, près d'un tiers concernent des Européens. Quelques mots de sport à présent avec la 4e étape du Critérium du Dauphiné et cette nouvelle victoire hier au sprint de Nasser Bouhanni. Le Français s'est imposé après 228 km de course entre Anneyron dans la Drôme et Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. L'Australien Rohan Dennis conserve son maillot jaune.
Aujourd'hui, les coureurs partiront de Digne pour rejoindre Pralou. Voilà, quelques mots de rugby. Le FCG a été condamné à payer une amende de 4 600 € après le passage d'un supporter déguisé en Superman sur la pelouse du Stade des Alpes. C'était lors du match contre Toulouse le 16 mai. C'est une sanction de la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby. Pour terminer ce journal, direction maintenant la Haute-Savoie, du côté de la commune de Siers, où un fauconnier a mis au point une technique de réintroduction de l'aigle pêcheur, une espèce disparue de notre pays il y a plusieurs années. Avec l'aide de son équipe, il a réalisé une volière unique en Europe. Et puis il y a aussi la création de films pour sensibiliser le grand public. Johan Etienne et Dominique Sommet l'ont rencontré. Fixer une caméra embarquée sur le dos d'un aigle et le faire voler à 830 mètres d'altitude au-dessus de Dubaï. Voilà le pari fou réussi en mars dernier par Jacques-Olivier Travers. Ce fauconnier au Savoyard et sa fondation multiplient les actions pour alerter sur le sort des pigargues à queue blanche, une espèce en voie de disparition. C'est ici, près du lac Léman, qu'il a conçu avec ses équipes une nouvelle technique de réintroduction. Là, nous sommes sur la dernière étape en fait, de mon processus d'apprentissage. La première étape consiste à leur apprendre à voler. Pour cela, j'utilise le parapente, le ski, les balades en montagne, plein de choses. Une fois qu'ils savent voler, on leur apprend à pêcher là, sur des lacs, sur des rivières. Et ensuite, on a besoin, nous, avant de les remettre dans la nature, d'être sûr que le couple fonctionne bien. Donc, ils vont élever. Donc, on a fait dans cette volière des nids où ils peuvent se reproduire et élever leurs jeunes comme s'ils étaient dans la nature, en prélevant donc, ces poissons dans la nature. Et c'est la dernière étape pour nous avant la réintroduction. Unique en Europe, cette volière va permettre à ce couple d'aigles pêcheurs de s'habituer à vivre et à pêcher comme en milieu naturel. Cette espèce a été chassée et a disparu de nos ciels depuis 1959. Aujourd'hui, les pigargues à queue blanche vivent seulement en captivité. L'objectif de la fondation est à terme de les libérer. Avec des moyens qui ne sont pas énormes, mais avec beaucoup de passion, on arrive à faire bouger des choses, on arrive à, disons, reconstruire ce qu'on a détruit, puisque ces espèces d'aigles, elles ont été détruites par notre faute, elles ont été chassées, exterminées par notre faute. Et c'est un beau message de pouvoir dire que voilà, si on a la volonté, qu'on arrive à remettre les choses dans l'ordre. À travers son engagement et la popularité de ses vidéos, Jacques-Olivier n'a qu'un seul et unique objectif, faire aimer les rapaces au grand public pour mieux leur rendre la liberté. On va être de plus en plus confronté à la vie sauvage. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Elle va nous créer des avantages parce qu'il y a, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un aigle dans la nature. Mais elle va aussi nous créer des inconvénients parce qu'on sait que les aigles, ils vont des fois s'attaquer à du gibier, des fois s'attaquer à des poules, voire même à des animaux autres domestiques. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça. Et je crois qu'une partie de mon travail, c'est d'expliquer aux gens que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et qu'il faut apprendre à prendre un petit peu de recul pour laisser une place à cette faune sauvage dont on a besoin autour de nous. D'ici 2 à 3 ans, ces aigles pêcheurs seront prêts à quitter la captivité pour retrouver le ciel en toute indépendance. Le succès de cette expérience pourrait révolutionner le programme de réintroduction des aigles pour les 50 prochaines années. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Ce soir à 19 h, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle après-midi.